Ok, merci beaucoup à tous d'être venus aussi nombreux, parce que je vois que ça vient même au-delà de l'Europe, parce qu'on a un Canadien, on a un Anglais, on a un Belge, un Allemand, deux Allemands, un Hollandais qui sont venus. Merci à tous de faire venir voilà, encore vos contacts et de faire grossir l'assaut. Merci à tous de venir aussi nombreux. Merci aux bénévoles qui ont pas mal aidé justement à ce que le festival puisse exister, et ce que nos sessions sont enrichissantes tous les mois. Merci aussi pour tous les dons que vous avez fait à l'entrée du festival. Merci au président d'être venu, merci à tout le monde pour faire vivre à la fois le forum et puis l'association. Et cette conférence n'aurait pas été possible si on n'avait pas eu justement des sponsors avec qui on avance pratiquement depuis le début d'ailleurs, comme Secom Medeco ou Typique, et qui nous permettent de mieux connaître leurs produits, de mieux connaître leurs cylindres. Au niveau des cylindres, c'est vraiment intéressant d'avoir une marque comme Dome Metallux et Secom Medeco qui ont des très bons cylindres et qui nous permettent de nous affronter à des modèles de haute sécurité, de pouvoir, pour les professionnels, mieux connaître leurs produits, et pour les particuliers, pour les sportifs, parce qu'on est un peu tous particuliers dans ce petit milieu-là, de pouvoir nous amuser comme des petits fous et nous aussi de mieux connaître leurs produits. Parce qu'ils sont très intéressants, qu'on a plaisir à essayer de les projeter. Et on remercie également Société Équipement Formation et Multipic qui nous permettent de pratiquer avec du matériel de bonne qualité. Et je me présente donc, je m'appelle Fabien Colliot, j'ai préparé cette conférence dans le cadre du festival sur une idée de notre ami Bémol. Je suis fondateur de Équipement Formation, je fais partie de l'équipe d'administration de logsport.fr, un forum d'ouverture fine que je vous recommande vivement, et cofondateur de l'association avec une partie des membres qui comptent ici. Cette conférence s'intitule « C'est déjà ouvert », un petit peu comme le proverbe qui voudrait que quand on connaît suffisamment un cylindre ou qu'on a une méthode assez forte qui nous permettent d'aller ouvrir en ouverture fine assez facilement un modèle, parfois même des modèles de haute sécurité. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. L'idée va être d'avancer en 4 étapes, assez différentes mais finalement de plus en plus compliquées. Donc on va aller de plus en plus loin sur les méthodes. Et l'idée va être d'obtenir le plus de passes possible. Donc je vais rentrer un petit peu dans le détail, il va falloir tout de même vulgariser ce qu'on entend par passe, parce que l'idée va être d'obtenir des clés, soit la clé pour ouvrir le cylindre qu'on veut attaquer, soit des passes pour pouvoir aller ouvrir le plus grand nombre de sûretés. Donc il va y avoir donc plusieurs étapes. La première, ça va être en étant sur place devant le cylindre et en regardant dans le cylindre. Donc évidemment, là, toutes les méthodes qui sont présentées ne sont que des méthodes dites de décodage optique. Il y a plusieurs méthodes de décodage, et là, l'idée, ça va être à l'œil de regarder une ou des choses, des caractéristiques qui vont nous permettre de pouvoir après obtenir la clé. Donc évidemment, le but, c'est d'ouvrir, mais là, les attaques qu'on va faire, ça va être d'obtenir la clé ou d'obtenir les clés. Donc du coup, première méthode, première approche, on est sur place et on regarde dans la sûreté. Deuxième approche, on est toujours sur place, donc on est face au cylindre, mais on ne le touche plus. On ne regarde pas ce qu'il y a dedans, on observe en effet le cylindre, hein. C'est toujours bien de savoir le modèle, la marque, l'année, il y a tout un tas de caractéristiques, mais on ne rentre plus dans le cylindre. La troisième approche, qui me paraît intéressante, c'est en regardant les clés ou la clé. Parce que des fois, dans le cadre d'une ouverture fine en tant que professionnel, on peut voir la clé de ce qu'on doit ouvrir, mais on peut ne pas la voir. Ça peut tout simplement être quelqu'un qui a oublié sa clé, mais son conjoint ou sa mère, ou peu importe qui, aurait la clé et peut nous envoyer une photo. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça? Comment est-ce qu'on peut faire en observant une clé pour pouvoir, évidemment, vous allez me dire, la reproduire? Pas forcément, mais en tout cas, avoir au moins la moitié de la clé, c'est-à-dire bien souvent la partie combinatoire. Par exemple, pour les clés sur les cylindres radio, les clés sont réversibles, on n'a pas besoin d'avoir 4 photos de la clé, une sur chaque face. On a besoin de certaines informations, on va pouvoir reproduire cette clé. Après, on va voir aussi dans cette partie-là, ça peut être intéressant d'étudier des clés pour pouvoir après faire des ouvertures, sans forcément avoir la clé. Et enfin, la dernière étape, on va rester chez soi tranquillement, et on va voir comment
on peut obtenir un très très grand nombre de passes. Je vais revenir après sur ce que sont ces passes. Et chez soi, sans avoir jamais vu le cylindre qu'on va ouvrir, on va fabriquer des passes pour pouvoir aller sur place et ouvrir. Alors tous les cylindres qui sont ici s'ouvrent soit partiellement, soit totalement par décodage optique. Donc on a ici un vachette, il y a plusieurs modèles, le First, Echo. Celui d'à côté qu'on a vu tout à l'heure sur les conférences précédentes, c'est le vachette VIP. À côté, on a un Denny, le Denny historique, j'ai envie de dire. Du Pollux, plusieurs versions. Fichet sans souci. Tesa TE5, mais il y a plusieurs modèles de Tesa en fait. Je ne les ai pas tous listés parce que ça ne tenait pas sur mon slide. Plusieurs versions de VAC-Muel, beaucoup de véhicules, encore avec des méthodes différentes. Certains modèles de multilock et le Tesa, d'ailleurs celui-là vous l'avez vu tout à l'heure, puisqu'on a eu l'occasion d'assister à 1600 autopsies. Donc on va commencer. Donc là on est sur la méthode 1. On va être sur place devant le cylindre et on va pouvoir regarder dans le cylindre. Donc là vous avez un éclaté d'un cylindre, c'est un cylindre standard, c'est une petite batteuse de tiroir de bureau. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un modèle de paillette qui nous permet de comprendre la faille que je veux montrer ici. Ce qu'on va pouvoir observer en ouvrant ce cylindre et en sortant les éléments combinatoires, c'est qu'on va avoir sur chaque cylindre, sur chaque paillette, pardon, en façade, donc vraiment face à soi, on va avoir un codage en clair qui va être gravé sur les paillettes. Donc il suffit que vous avez une vue ici du cylindre, donc on est vraiment à la place de l'attaquant, on va rentrer dans le cylindre et on va voir en bas légèrement la moitié de notre codage direct. Donc ici c'est la première paillette. Sur la première paillette on voit un 1 et ce qui pourrait être un 0, plus probablement un 6. Donc après on va se reporter à la taille de notre paillette, donc qui serait un 10 ou un 16, peut-être même un 19, mais très probablement un 16 ou un 10. Pour aller sur la seconde paillette et avoir donc le second code de taillage sur notre clé, on va faire comme je montre ici à l'écran, on va abaisser la première paillette et on va aller voir le chiffre sur notre code de taillage qui va s'afficher sur la seconde paillette. Donc, sur ces modèles-là vraiment bas de gamme, on va pouvoir voir directement le code de taillage en clair. Cette méthode-là se retrouve aussi sur des modèles quand même de relative haute sécurité. Toujours dans la méthode 1, alors là c'est vraiment bien qu'on ait des Hollandais qui soient venus parce que c'est un cylindre probablement hollandais puisqu'il a la marque SKG 2 étoiles. J'ai pas trouvé le modèle exact du cylindre parce qu'il n'est vraiment pas courant en France. J'ai reporté le profil que vous voyez ici, mais c'est pas tout à fait le profil exact. Vous allez voir que sur les sûretés qui vont suivre, je ne dessine pas le profil, enfin je n'ai pas extrait le profil je sais pas, d'une base Instacode ou Silca, mais j'ai dessiné par rapport à ce que je voyais. Et c'est vrai que le cylindre ici, il apparaît en grand à l'écran, mais quand vous êtes sur place et que vous devez regarder dedans, il y a vraiment des petits détails sur les rampes des clés qu'on ne voit pas très bien. Donc je vous ai vulgarisé le profil. Alors là, l'idée, ça ne va pas être de voir, comme sur le slide précédent, sur la paillette où vous avez le code de taillage qui est écrit en clair, mais l'idée là, ça va être de voir la hauteur de la goupille active. Et typiquement, en voyant la hauteur de la goupille active, on voit donc la ligne de césure. La ligne de césure, ça va être la démarcation entre la goupille active et la goupille passive. Et ce décodage-là est possible parce que la hauteur du profil où on va voir les goupilles apparaître va nous permettre de voir l'active et la passive. Alors il y a d'autres paramètres qui font ça. Il va y avoir aussi les taillages qui vont être prévus par le fabricant. S'ils ont des goupilles actives qui sont trop petites, on peut voir la ligne de césure. Donc on peut la voir. Sur ce cylindre-là, on avait les tailles de 2 à 6 qui apparaissaient, de 2 à 5 qui apparaissaient, et on voit ici la ligne de césure. Donc typiquement, cette ligne de césure, c'est ce qu'on va voir à l'œil nu dans le cylindre, alors, une petite ligne noire.
Et alors pour la dernière goupille, ben, j'ai procédé par élimination. J'ai d'abord taillé une taille 1. Je savais que c'était pas une 2, pas une 3, ni une 4, ni une 5. Donc du coup j'ai rajouté un incrément, c'est-à-dire le delta de valeur entre la 2 et la 3, entre la 3 et la 4, entre la 4 et la 5. Donc après la 6, j'ai taillé, c'était soit un 7, si ça ouvrait pas, j'ai retaillé d'une valeur, je suis arrivé à 8, ça n'a peut-être pas ouvert, j'ai retaillé d'une valeur, je suis arrivé à 9 et j'ai réussi à obtenir ma clé. Donc ici on est sur le cas d'une méthode différente, on va pouvoir observer la ligne de césure et on va pouvoir faire un décodage soit complet, soit partiel en regardant la ligne de césure. J'ai voulu vous montrer ce cylindre-là parce que, de rien, cette faille-là, on la voit quand même relativement assez souvent et c'est toujours intéressant de pouvoir gagner du temps, peu importe si on utilise d'autres méthodes, par exemple l'impression, si on peut prédécoder son cylindre avant, c'est relativement assez simple à faire sur première, deuxième, voire troisième goupille. Toujours sur la méthode 1, donc là on va toujours être dans le cylindre, on va toujours regarder l'intérieur. Et donc dans cette sûreté, donc là c'est une serrure de coffre-fort. D'ailleurs je vais vous la faire passer pour ceux qui sont présents. Dans cette serrure, on peut voir la faille que je montre. Ici vous avez la petite batteuse que je montrais sur le premier slide. Et vous avez le fameux cylindre. Voilà, s'il y a un Hollandais qui arrive à nous dire quel est ce cylindre-là, on sera content de savoir ce que c'est. Donc, vous pouvez voir, on a baissé un petit peu les goupilles, on voit le modèle que c'est. Donc là, sur cette sûreté, on va faire appel à une troisième faille. Ça va être ce qu'on appelle l'usure. Je vulgarise un petit peu. Disons que vous avez les gorges, ils sont ici, donc ça c'est tout le paquet de gorges. Moi je vais parler que de la première gorge, donc la première gorge est ici. Et sur la première gorge, il y a ce qu'on appelle le ventre. Donc le ventre, ça va être la forme physique de la gorge qui va être vers la clé. Typiquement, toute cette partie-là, ça va être le ventre. Donc là, je vous montre que la première gorge, celle qui est au-dessus du paquet de gorge. Ensuite, vous allez avoir la zone de touche. La zone de touche, ça va être la partie qui peut être touchée par toutes les combinaisons de la clé. Donc, généralement, sur cette sûreté-là, ça va d'ici jusqu'à là. Et ensuite, il va y avoir la trace. La trace, ça va être la trace d'usure, ça va être la patine qui va être laissée avec un trop grand nombre de fonctionnements de la clé dans le cylindre. Donc là, dans la serrure à gorge, cet exemple est vraiment très flagrant parce que si vous regardez la deuxième photo, on a vraiment la longueur de la trace d'usure que je vous ai montré à l'écran. Et vous avez ici, vous pouvez observer qu'en effet, on voit que c'est légèrement grisé. On voit que le métal a été usé avec le frottement de la clé à force de l'utiliser, à force d'ouvrir la clé. Donc là, on est quand même sur une serrure de coffre-fort et on arrive simplement en regardant à l'intérieur. On voit les hauteurs des dents de la clé. Donc on n'a plus qu'à refaire la clé et puis après, ouvrir. Celui-ci, on vous en a parlé aussi. Donc là, c'est pareil, on est toujours sur la première approche. Donc on est dans le cylindre et on regarde à l'intérieur du cylindre. On va être quand même sur un modèle qu'on peut considérer comme étant de la haute sécurité. En l'occurrence ici, c'est un vachette VIP. Vous avez vu sur l'ébauche que j'ai un petit peu transformé. Je ne vous ai pas tout mis. Il y a aussi des goupilles de contrôle de l'autre côté de l'ébauche. Je ne vous ai pas mis non plus toutes les cotes. Il manque une taille. Puis il va y avoir plusieurs profils. Des fois, il n'y a pas cette petite excroissance. Des fois, il y a une deuxième ici. Des fois, le profil peut être inversé. Et simplement, ça c'est pour représenter. Vous voyez bien que ça, c'est pas tout à fait le profil que vous pouvez avoir l'habitude de voir pour le vachette VIP, mais là, c'est ce que je vois. C'est-à-dire que quand vous êtes sur place et que vous devez, concrètement, le terrain, c'est pas quand on étudie les choses, mais quand on est sur le terrain, c'est relativement différent. Et en l'occurrence, ce qu'on va voir quand une entrée de clé est un peu usée, bah, ça va être vaguement un profil qui va ressembler à ça. Donc là, on ne va pas être que sur la ligne de césure, donc on peut compléter la méthode qu'on avait vue précédemment, à savoir observer la ligne de césure, mais on va avoir des goupilles qui sont toutes différentes. Et si vous vous rappelez l'une des autopsies que nous avait montré Peter Field, alors je sais qu'il nous a fait 4 heures d'autopsie toutes plus magnifiques les unes que les autres, mais vous vous rappelez peut-être qu'à un moment on a eu le vachette VIP qui est passé et qui nous mettait toutes les goupilles, toutes les vues des goupilles sur le vachette VIP.
Et en fait, elles ont toutes des formes différentes. Donc parfois, on peut en effet voir la ligne de césure et c'est bien pratique. Donc c'est ici la ligne que j'ai représentée en rouge, possible. Et si vous regardez bien, vous avez également d'autres formes. Parfois, sur le sommet des goupilles, par exemple, la taille 1 ici, elle n'a aucun bourrelet, elle n'a pas de rétrécissement. Alors quand on arrive sur la ligne 3, sur la troisième taille, on va avoir le bourrelet en haut, un petit rétrécissement, et un autre rétrécissement vers le bas, proche de la ligne de césure. Pour la 4, ça va être encore différent, on va avoir un rétrécissement qui va être plutôt à ce niveau-là, etc., etc. Donc on va regarder à l'intérieur du cylindre, on peut s'aider facilement de la ligne de césure quand on la voit, des fois ça devient assez difficile. Dès qu'on est vers la 4e, 5e goupille à décoder, c'est quand même assez difficile de voir la ligne de césure, il faut s'aider d'un autre outil, voire de 2 outils. Et on va aussi se servir pour ce décodage-là, donc de la forme des goupilles. Avant de passer à cette deuxième méthode, on va juste récapituler la première approche qu'on avait. Donc on pouvait directement lire le code direct qui était taillé sur les éléments bloquants, observer la ligne de césure, même pour un décodage partiel, même si on ne peut pas tout avoir. J'ai montré un cylindre où parfois on pouvait tout avoir en ayant la possibilité de voir les lignes de césure. Et vous avez également la possibilité de voir la trace d'usure de la clé. Et vous avez la possibilité de voir la forme des éléments bloquants. Donc là, on était sur la première approche. On était face au cylindre, on va regarder dans le cylindre. Maintenant, on va être sur la deuxième approche. On est face au cylindre, mais on ne va pas regarder à l'intérieur du cylindre. On ne va même pas le toucher, on ne va pas regarder à l'intérieur du cylindre. Alors, avant qu'on s'attaque justement à la méthode qui permet d'ouvrir ce cylindre-là, et tout un tas d'autres modèles d'ailleurs, on a ici 3 photos. C'est des photos faites au microscope. C'est des photos qui nous sont passées par qui ont gentiment été confiées par l'association FIOPS, qui fait donc du forensique à l'échelle professionnelle. Vous avez ici, sur la première photo en haut à gauche, vous avez une vue du sommet d'une goupille neuve, sans aucune trace d'usure. La seconde ici, c'est une goupille qui a une trace d'usure et qui est une trace de lame de pit gun. Donc cette goupille-là, elle a été frappée ici par une lame de pit gun. C'est très visible finalement quand on compare vraiment les deux photos. On peut vraiment voir avec les formes concentriques ici, du sommet de goupille, que là on a une grosse balafre qu'on travaille. Sur cette troisième photo, cette goupille a subi un raclage. Voilà. Donc on voit, on va vraiment avoir des balafres totalement baroques dans tous les sens. Il y a d'autres méthodes d'ouverture fine qui existent. Ce qu'il faut comprendre, donc là on aurait pu illustrer aussi l'impression, enfin il y en a plein d'autres, même en décodant, finalement je disais pour le VIP, il fallait utiliser un outil supplémentaire et souvent même un deuxième outil. Moi j'ai souvent parfois besoin d'un plongeur pour arriver à la 4e, 5e goupille. Mais on voit qu'à chaque fois, il faut le savoir, à chaque fois, dans tous les cas d'ouverture fine, vous avez la possibilité de détecter la trace, les traces, pas seulement sur les éléments bloquants, ici il s'agit de goupilles, les traces sont très visibles, c'est pour que vous puissiez familiariser avec le propos, mais on peut déterminer, c'est bien pour ça que la FIOP existe, on peut déterminer si ça a été ouvert, comment ça a été ouvert, ou alors des fois on n'a pas assez d'éléments, mais on peut au moins déterminer ce qui n'a pas été employé pour ouvrir. Du coup, on va considérer que toutes les méthodes d'ouverture fine laissent des traces. À partir du moment où on a cette information, toute impression, crochetage, doping, etc. Le décodage aussi. Certains décodages en tout cas. Je vous pose la question, comment est-ce que vous feriez pour ouvrir ce cylindre sans laisser absolument aucune trace? Je demande la clé à la propriétaire. Comme ça, tu sais y faire. Ça laisse je prends des râteaux. Hein. Tout le monde voit, c'est un verrou. C'est rigolo parce que la personne est dans cette pièce et je pense qu'elle doit se rappeler de quand on a eu à ouvrir cette porte-là. Donc c'est un verrou de marque Zenith tout à fait commun. Mais je l'ai ouvert sans mettre aucun outil à l'intérieur. Vous n'avez absolument aucune idée de comment on peut faire, ou vous avez des pistes, ou allez-y, lancez-vous. T'as soufflé fort.
La porte était totalement fermée, j'ai absolument pas pu avoir accès à l'arrière, donc j'ai rien pu démonter. Donc on a le droit d'enlever les 4 vis. Pas mal, Ouais. pas mal. Pour l'instant, on demande. Voici la méthode. Je me laisse tomber. Hein. On est toujours dans l'ouverture fine. Alors évidemment, c'est un petit peu, c'est un petit peu arcade, c'est pour ça que je monte en conférence. On enlève en effet la rosace en façade. On se munit du bon trépan. On fait bien attention à ne pas dépasser de la taille de la rosace qui était avant. Et on trépane. Ensuite, j'ai utilisé un simple post-it. J'avais un stylo sur la chemise. Et ce petit outil-là, c'est simplement une tige aimantée avec au bout un bout de miroir collé sur une boule, sur une petite bille d'acier qui me permet de l'orienter. Et on va aller à l'intérieur de ce qu'on a trépané, donc j'ai pas touché le verrou, j'ai uniquement trépané la porte pour pouvoir aller relever les numéros. Et voilà ce qu'on voit. Alors est-ce que vous savez me décoder ça? Mets-toi de la lumière. Oui, on peut. Merci, Merci, Niki. Ah oui. Il y a deux. Ah, c'est Alors. peut-être un 3. Alors là, il y a quoi? 6. Un 5? Un 3, un 4. Un 5, un 2. Ok, pas trop mal. Ensuite. Et personne n'a pris le post-it pour noter en fait. C'est ça qui est difficile. On a 2 à Ok. faire. Et donc j'ai réussi à obtenir le code 5, 2, 4, 5, 7, 1. J'ai remis ma petite rosace de propreté là, qui cache parfaitement le Chantier. travail. Et j'ai tout simplement commandé la clé en fait. J'ai rentré mon code dans un logiciel qui me disait que bon, voilà, telle marque, tel modèle, tel numéro correspond à tel code de taillage. J'ai taillé ma clé tout simplement au numéro. J'ai ouvert. Modestement. Un autre modèle qui fonctionne, enfin il y en a plusieurs, hein, je ne liste pas tout ici, mais simplement voilà pour vous évoquer ça. C'est vrai qu'on ne le voit pas souvent. Au Luxe 4, je vous ai mis une petite photo en façade pour voir ce que c'est. Et on va avoir le code de taillage. Donc là, c'est un code de taillage qui est direct, c'est ça qui est génial. Ça veut dire que, par exemple, donc ici on a 5, 3, 7, 9. Le 5, il va être en bas à gauche. Je crois que c'est dans le sens anti-horaire. 5 en bas à droite, 3 en bas à gauche, 7 en haut à gauche, 9 en haut à droite. C'est un code direct. Donc on peut vraiment refaire la clé sur place, contrairement au cas précédent où j'ai été obligé de rentrer mon code, tailler ma clé et de revenir pour ouvrir. Donc là justement j'ai la serrure que je vais pouvoir vous faire passer, vous allez pouvoir voir si on arrive à... Voilà. D'ailleurs je vous fais passer un petit VIP, vous pouvez peut-être rallumer si vous voulez. Pour jeter un œil dedans. Donc il y a tout un tas d'autres modèles, là j'ai listé le SOS. Alors là par contre le numéro, bon, c'est presque normal mais je l'évoque parce qu'après on va en reparler sur l'étude des clés. Le numéro dans ce cas-là est gravé sur le cylindre mais du côté intérieur. Disons que si on démonte la serrure, on a accès au cylindre intérieur et sur le cylindre intérieur on a le numéro qui n'est pas un numéro qui n'est pas un codage direct. On passe à la troisième méthode. Donc la troisième méthode, ça va être l'étude des clés. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux clés? Alors, c'est un champ qui est assez large et je ne vois pas forcément ça comme un... Bah, disons qu'il ne faut pas se dire que les méthodes forment un but, mais que le but c'est plus d'aller découvrir des nouvelles méthodes. Donc voilà, ça ne forme pas... toute la solution n'est pas là-dedans, mais voilà, en soi, ce n'est pas une méthode, mais ça permet de retenir des informations. Et dans certains cas, on peut en effet voir la clé sans la détenir et recopier cette clé facilement et faire la clé pour pouvoir faire notre ouverture. Donc ici, on va avoir un autre modèle de chez Héraclès où sur l'anneau de clé, on va avoir le code de notre clé. Et ce code de clé est un code en clair. C'est-à-dire qu'ici, on a 2, 5, 3, 7, 2 et la clé. On va prendre la pointe. La tête à la pointe. Ça peut être à partir du talon.
Ça fait 2, 7, 3, 5, 2. Non, le 7, c'est la deuxième. Oui, c'est la deuxième. Donc ça va pas reprendre Ouais, la c'est ça. première. Parce qu'en fait, là, j'ai un reflet avec la bosse, et du coup, j'ai l'impression que celui-ci est moins taillé. Mais le 7 est bien là. Donc là, c'est 2, c'est Donc voilà, grosse. Enfin, pour moi, ça présente une faille et je voulais vous l'évoquer. Faites attention justement quand vous avez votre encodage, quel qu'il soit en fait, hein, sur votre clé. Si vous détenez une carte de propriété, bah, cachez-la précieusement. Et si vous avez un numéro qui est noté sur votre clé, vous n'avez pas d'intérêt à laisser ce numéro apparent sur votre clé. Vous pouvez le noter pendant le moment où vous avez la carte de propriété, donc vous n'avez pas besoin de numéro. Mais vous pouvez supprimer ce numéro. Et là, on voit sur cet anneau de clé, on a là aussi un code qui. On a là aussi un code différent. Vous avez déjà vu ça tout à l'heure dans la conférence précédente et le schéma était assez intéressant. Là, ça va être comment obtenir des passes. Quand même, l'objet de la conférence c'est du décodage optique, mais l'idée c'est d'obtenir un maximum de passes. Dans le cas d'un organigramme positionnel, on peut obtenir en ajoutant le négatif de la combinaison de deux clés différentes, de deux passes partielles différentes, on peut obtenir une passe générale. Donc, on voit bien que là-dessus, il suffit de rajouter les trous qui vont manquer. C'est pour ça que je dis que c'est l'addition négative des valeurs. PP1 plus PP2 égale PG. On est toujours sur la troisième méthode. Comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir des clés ou des informations à partir d'une clé pour pouvoir ouvrir une circuit. Alors ça, cette première photo, elle est prise à travers la vitre d'un établissement qui est censé être sécurisé. Et à travers cette vitre, on y voit le panneau à clé, donc avec des numéros pour indiquer les salles. On voit le nom des salles qui sont inscrits sur les clés. Et on peut même voir plus loin que ça. On peut voir un code qui est écrit sur l'anneau de clé. Par exemple, cette clé-là, donc là ça c'est du Le Gallais, modèle Chosy 2. On voit que le code est écrit en clair. Donc simplement en regardant à travers la vitre sur le tableau à clé, on voit sur les clés, sur l'anneau de clé, on peut voir le code et tout simplement retailler notre clé en se disant bah voilà, on veut aller dans telle partie du site, salle numéro tant, on grossit la photo et on prend le code qui est noté sur l'anneau de clé et on pourrait obtenir la clé assez facilement. Évidemment, j'ai fait le test et ça marche très très bien. De plus, l'ébauche est disponible dans le commerce. Donc ça, c'est un gros problème. Si vous voulez également vous munir d'un cylindre sécurisé, prenez au minimum des clés dont les ébauches sont protégées. Vous devrez vous en référer uniquement à l'entreprise à laquelle vous avez acheté le cylindre pour pouvoir faire une copie de clé. Ça vous permet d'avoir une sécurité minimale. Toujours dans la troisième méthode, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de l'observation des clés? Alors, cette photo-là, elle est issue du net. C'est tout simplement une photo qui a été postée donc, par la marque Picard et qui a eu la gentillesse de nous afficher un exemple de sa nouvelle clé, parce que c'était à l'époque où la vague unique venait de sortir, et où ils nous ont mis une belle photo où on a les tailles complètes qui peuvent être obtenues pour les vagues uniques. Donc c'est assez intéressant de voir qu'avec un petit logiciel, par observation, on peut Déduire les valeurs de la clé. bah ouais, c'est vraiment simple. Si après on utilise une attaque sur cette sûreté, d'avoir déjà les valeurs existantes sans même avoir obtenu une clé, sans même avoir pu étudier une sûreté avant, on peut déjà avoir des informations. Comme je vous disais, bah voilà, au minimum, vous supprimez tous les numéros, vous ne postez pas de photo de votre clé, ça c'est la clé, justement, ça c'est une clé
qui appartient à quelqu'un que je connais, Dire. et qui a eu la gentillesse de me dire bah ouais, tu peux prendre une photo de ma clé, ça ne me pose pas de problème. Il n'y a pas d'autres informations pour remonter au détenteur de cette clé. Et en l'occurrence, bah, il ne montre jamais sa clé à personne. Donc, du coup, bah, alors voilà. En fait, l'idée c'est de masquer sa clé en permanence. On n'a pas à voir la partie combinatoire de sa clé. So he says he asked a friend, he told a friend not to leave the numbers on the key because this is not good. So his friend removed the numbers and say, if you want, you can take a picture of my key because I don't show it to anyone. It is secure now. So this is good that now it is on YouTube. We don't have the numbers, but we have the video. But we don't know what it is. Donc voilà, à propos des clés, l'idée c'est de comprendre qu'il y a aussi des attaques qui peuvent être faites simplement par décodage optique, c'est-à-dire l'observation de la clé. Si on peut vraiment savoir quel est le codage de la clé, il faut forcément le détenir. En l'observant, on peut le reproduire. Dans certains cas, c'est pas si compliqué que ça. Et dans d'autres cas où on n'a pas forcément toutes les informations, on peut trouver des clés sur le net et parfois une marque justement peut nous publier toutes ces valeurs. Voilà. Donc là, je vous mets à l'écran quelques exemples de clés qui sont conçus dans cette idée-là, dans le fait de compliquer le décodage optique. Par exemple, en haut à gauche, on a une monopole. C'est une clé de chez Fichet et qui voulait être la première clé volumétrique, disant incopiable, en tout cas compliqué à mouler. En fait, c'est pas tout à fait le cas. Mais donc voilà, l'esprit était déjà là, c'est-à-dire que si on prend une photo de la clé, on ne peut pas la recopier. Ça c'est vrai, il faudrait prendre au moins une deuxième photo de l'autre côté. Au moins. Donc on a d'autres exemples comme ça. Ici on a un modèle asiatique qui est tout à fait efficace aussi de ce côté-là. On n'a pas la machine pour tailler ça, on n'a pas l'ébauche. Et une simple photo, voire peut-être même deux là-dessus, ce serait quand même assez compliqué. À moins justement d'avoir d'autres informations au préalable pour se dire ok, ça c'est ça, ça c'est ça, je peux recopier cette photo. On va avoir quand même un modèle ici, un modèle suisse de haute qualité, la 6K dont on a parlé tout à l'heure, où le codage va être à l'intérieur de la coque de la clé. Ici vous avez vu en coupe, qui est vanté par le fabricant, mais le codage normalement est protégé. Donc si vous prenez une photo soit du côté pile ou du côté face, on ne voit pas le codage qui est à l'intérieur de la clé. Donc là on est déjà dans un modèle de sécurité. Ici je vous ai mis le brevet de la chain key, d'ailleurs je ne connais pas le nom, si quelqu'un a réussi à trouver le nom de ce cylindre là. C'est pas un cylindre qu'on trouve par chez nous, je ne me suis pas intéressé plus que ça, mais je trouve l'idée vraiment intéressante et je trouvais qu'on voyait mieux le fonctionnement à partir du brevet. Donc on comprend bien que c'est une chaîne, on ne peut pas voir on ne peut pas prendre une photo par exemple de cette clé là, et notamment la chaîne rentre dans le fourreau de la clé. On va avoir un autre modèle ici qui va être composé d'un ensemble de rouleaux. C'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on va retrouver par chez nous et qui va être relativement sécurisé puisqu'on ne pourra pas le décoder à partir d'une simple photo. Tous les modèles magnétiques vont être intéressants justement pour contrer ce genre d'attaque par décodage optique. Vous avez ici la marque CISM, c'est un cylindre qui est sorti en 1987, qui coûtait 50 francs chez Leroy Merlin et qui a officiellement, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, jamais été ouvert par ouverture ligne. C'est vrai que c'est déjà assez compliqué parce que même en voyant la clé, on ne peut pas la copier. La marque Miwa, en Caire, c'est des Tatmo, cylindre très intéressant. J'ai eu l'occasion de l'approcher. Le EVA MCS, l'un de mes préférés. C'est l'un très compliqué. On va arriver à la quatrième méthode. La quatrième approche, ça va être comment on va faire pour ouvrir un cylindre en restant chez soi. On va fabriquer la clé, on va arriver sur place et on va l'ouvrir. Dans cette quatrième méthode, je vous ai pris une photo qu'on m'a gentiment transmise. Et ce cadenas-là, donc ça remonte quand même. Cette méthode est valable que sur des vieux modèles. Et sur ce cylindre-là, on va avoir un codage qu'on appelle un codage hiéroglyphe, qui va être donc justement un codage de taillage indirect, mais le code lui-même
va être reporté sur l'arrière du cadenas en hiéroglyphe, ce qui va empêcher quelqu'un de non averti d'être capable de fournir ce code. Et alors, le code qu'on voit apparaître ici, donc à l'arrière du cadenas, plus ce qu'on appelle le numéro de repère. Le numéro de repère, c'est celui qui apparaît en façade ou sur le côté de certains modèles. Ces deux codes doivent être transmis à l'entreprise et l'entreprise peut nous dupliquer la clé. Mais alors pour transmettre ce code, il y a 3 possibilités. Donc officiellement, il y en a 2. Il y a la première où on va tenir la carte de propriété, donc on va donc avoir son... Je ne sais plus le nom de ce code-là exactement, ça porte un nom. Oui, ils appellent ça le numéro d'organigramme. L'entreprise l'appelle comme ça. Il va y avoir le numéro d'organigramme et le numéro de repère. Donc si on a, même si on n'a pas accès à la serveur parce qu'on n'est pas sur site par exemple, mais qu'on dispose d'une carte de propriété, on peut transmettre ce numéro d'organigramme et ce numéro de repère à l'entreprise qui va pouvoir nous fournir la clé, puisque si on fournit les numéros, c'est qu'on a la légitimité d'obtenir la clé. La deuxième méthode, c'est qu'avant l'informatisation des fichiers de leur organigramme, ils codaient en hiéroglyphe justement une partie de leur code, donc à savoir le numéro d'organigramme. Et si on sait le décoder, ça c'est la troisième méthode de Virtufi, si on sait le décoder, on peut leur fournir ce numéro d'organigramme, en plus du numéro de repère qui lui suffit de le lire pour l'obtenir. Donc du coup, il faut apprendre à le décoder. Je remercie Suzuki qui avait énormément travaillé pour finaliser justement la découverte, pour vraiment confirmer cette méthode. Donc on a dû acheter un grand nombre de clés, valider vraiment que ça fonctionnait. Au préalable, compter la première série de barres. Ensuite, ajouter le nombre de points, puis il reste un ou 2 termes en clair. Et avant ça, vous pouvez avoir une ou plusieurs étoiles. Je crois que c'est une étoile. Quand vous avez une étoile, c'est que votre numéro d'organigramme contient 4 chiffres. Ici, on n'a pas d'étoile. Donc on va donc avoir un numéro à 4 chiffres. Le premier chiffre, ça va être le nombre de barres. Le deuxième chiffre, le nombre de points. Le troisième et le quatrième. Le troisième et ou le quatrième, ça va être les 2 termes qui restent ici. Est-ce que vous savez me calculer? Est-ce que vous savez me trouver le numéro d'organigramme de ce cadenas-là? 8272. C'était ça. En fait, c'est ça. C'est pourquoi est-ce qu'ils ont codé en hiéroglyphes à l'arrière des cadenas leur numéro d'organigramme. Ils ont laissé leur numéro de repère en façade ou sur le côté des canons parce que leur logique à eux, c'est de graver sur l'anneau de clé le même numéro que sur la serrure pour laquelle est destinée la clé. Donc ça permet par exemple d'arriver sur un site avec la clé 83 et de voir une porte 84, une porte 83, ben on sait que notre clé 83 elle est prévue pour cette serrure-là. Donc le numéro de repère, il est très simple à trouver. Et le numéro d'organigramme, avant l'informatisation de leur fichier, ils le codaient en hiéroglyphe, comme ça il n'y avait que eux qui savaient, que l'entreprise qui savait décoder l'hiéroglyphe. Et donc du coup, ça c'était un petit peu, enfin c'était d'ailleurs l'ancêtre des listes rouges quoi, finalement. Mais si on sait décoder ce hiéroglyphe, on peut leur transmettre un numéro en clair sans que l'entreprise concernée sache qu'avant, ce numéro, bah, il était sur une liste rouge. On va hacker l'entreprise parce que justement elle-même a informatisé ses fichiers. Je trouve ça cocasse. Alors du coup, qu'est-ce qu'on avait dit comme numéro? 8272. J'avais noté quelque part.
Bravo, voilà, tu aurais pu obtenir la clé. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'on a réussi à obtenir une clé, donc on peut en faire la demande quand on fait la copie de clé. On a réussi ici à obtenir une clé avec une ébauche protégée. À l'époque où j'ai obtenu cette clé, les ébauches protégées n'étaient pas encore dans le code. Donc j'ai pu obtenir une clé dont à la base l'entreprise n'était pas capable de me fournir le numéro d'organigramme en leur donnant le numéro le code, je dirais en hiéroglyphe, parce qu'ils ne savent plus à quoi ça correspond, les barres, les points. Il n'y a plus personne depuis 1974, ils ont informatisé leur fichier, il n'y a plus personne dans l'entreprise qui sait fonctionner avec ça. Alors toujours sur la méthode 4, comment est-ce qu'on va pouvoir obtenir des clés? Donc là en l'occurrence l'idée ça va être d'obtenir des passes. Et pour obtenir ces passes, on va tout simplement aller regarder sur les sites des fabricants. Les fabricants nous informent de certains cylindres qu'ils vendent et qu'on appelle des cylindres sans courant. J'ai voulu vous expliquer ce que c'était parce que je suis retombé sur un poste de Serpi, qui est un serrurier parisien, qui a pas mal roulé sa bosse dans le milieu de l'ouverture fine et qui avait justement déjà alerté, ça doit dater de 2013-2010, c'est un vieux sujet que j'ai revu. J'ai trouvé ça intéressant d'alerter sur le danger des centres-ouvrants. Alors qu'est-ce que sont les centres-ouvrants? Les centres-ouvrants, ça va être, on va plus parler des centres-ouvrants de stock, je vais vulgariser un petit peu. Les centres-ouvrants, ça va être des cylindres qui vont avoir le même codage. Donc il peut y avoir 500 000 cylindres, 300 000 verrous qui ont été faits avec un seul et même code. Et le problème, c'est qu'il y a des gens, y compris des professionnels, malheureusement, qui achètent des cylindres centre-ouvrants de stock parce que c'est très pratique. Puisque du coup, quand ils doivent intervenir quelque part, ils ont une clé. Et s'ils ont vendu, je sais pas, 300 sur-clés de ce modèle-là, en centre-ouvrant, bah, ils ont une clé, ils peuvent ouvrir les clés de 300 clients. Sauf que le problème, c'est que ces 300 clients, chacun ont les clés des 300 autres, des 299 autres. Et alors, certaines marques n'ont rien trouvé de plus intelligent qu'afficher en clair le code de taillage de leur modèle centre-ouvrant. Donc là, on a carrément le numéro de variure qui s'affiche. Et c'est un numéro de variure en clair. Même pas obligé d'en acheter encore. Ici, vous avez volontairement en petit pour que sur YouTube l'information ne s'échappe pas. Vous avez un très grand nombre de codes, y compris de codes en clair, de cylindres centre-ouvrants. Merci à tous d'avoir participé, merci d'être venus, merci de faire vivre l'association. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller rejoindre notre forum.